todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bien écoutez, moi mon emménagement se passe doucement mais sûrement. Je passe mon temps sur internet à écumer des sites et à faire chauffer la CV. Et ça tombe bien puisque mon sponsor du jour n'est autre que NordVPN. NordVPN, je pense que tout le monde le connaît, c'est l'un des leaders mondiaux du VPN. Et avec ça, vous pouvez profiter de prix plus bas grâce à la géolocalisation. Alors ça, c'est un point qui est méconnu, mais pour la faire simple, en vous géolocalisant dans un autre pays, vos achats en ligne peuvent vous revenir moins cher. Je vous montre un exemple. Vous pouvez voir qu'en me connectant depuis Hong Kong, mes billets d'avion me coûtent moins cher. Et c'est vraiment simple d'utilisation. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Donc là, vous lancez l'application, donc sur votre téléphone ou votre ordinateur. Mais là, en l'occurrence, c'est sur mon téléphone. Vous choisissez un emplacement parmi des milliers de serveurs dans 60 pays. Et c'est bon, vous êtes connecté. Mais ce n'est pas que ça. Un NordVPN, c'est un outil qui présente plusieurs fonctionnalités, dont celle de sécuriser vos données où que vous soyez. Clairement, c'est un indispensable lorsqu'on utilise un téléphone portable, un ordinateur ou une tablette et qu'on souhaite protéger ses données personnelles lors de l'utilisation du Wi-Fi public. Aujourd'hui, tout se passe sur nos téléphones portables. Donc autant faire en sorte que nos données soient protégées. Grâce à la protection anti-menace, vous pouvez naviguer en toute sécurité car il bloque les publicités pour que vous naviguiez de façon plus fluide et sûre. Vous êtes protégé. Alors, point important, avec NordVPN, vos données de navigation ne sont pas conservées. Et pour moi, ça c'est un point qui est très important parce que je vais être sûre qu'on ne conserve pas mes données quelque part et qu'elles ne seront jamais communiquées. Après, j'ai pas grand chose à me reprocher, mais bon, grâce au lien dans la description, vous pourrez bénéficier d'un tarif préférentiel qui défie toute concurrence. Et c'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Cela dit, vous risquez d'être satisfait. Rassurez-vous, je vous mets toutes les informations dans l'espace commentaire et dans un commentaire épinglé. Et surtout, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Para seguir disfrutando de la vida, porque no les importa nada. ¡Hijos de puta! ¡Devuélvame a mí! L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2001 en Argentine, plus précisément à Miramar, une petite ville côtière de 30 000 habitants située dans la province de Buenos Aires. C'est dans l'une des modestes maisons de Miramar que vit la jeune Natalia Melman avec sa famille. Son père Gustavo, sa mère Laura, ses deux grands frères Nahuel et Nicolas et sa petite sœur Lucia. La famille Melman a quitté Buenos Aires en 1992 après la crise économique pour s'installer à Miramar, un coin tranquille et très touristique qui permet à Gustavo, restaurateur, de pouvoir faire vivre sa famille humblement. Natalia est une collégienne de 15 ans qui fréquente l'école Rodolfo Watch. C'est une élève brillante qui est très appréciée par ses professeurs. Elle est déléguée de classe, elle a de très bonnes notes et elle a déjà choisi le métier qu'elle exercera plus tard. Obstétricienne. Elle adore les enfants. Ses parents sont fiers d'elle. La semaine, elle travaille dur pour réussir ses études et le week-end, ses parents l'autorisent à sortir avec des amis, à condition qu'elle ne découche pas et qu'elle les prévienne si elle a prévu de rentrer plus tard. Le soir du samedi 3 février, elle a justement prévu de sortir avec deux de ses amis, mais pour une raison un peu particulière. Récemment, Natalia a rompu avec son petit copain, Maximiliano Marolt. Elle est toujours amoureuse de lui et elle voudrait le reconquérir. Donc avec ses amis, elles ont prévu de se rendre dans les bars de la côte pour le croiser. Alors en 2001, il n'y avait pas autant de téléphones portables qu'aujourd'hui, ni les réseaux sociaux. Donc, pour reconquérir quelqu'un, eh bien, il fallait sortir et le croiser par hasard, n'est-ce pas? Et dites pas le contraire, hein. On a tous fait semblant de croiser quelqu'un. Bref, les trois jeunes filles se rendent d'abord à la Cantina, une boîte située à quelques mètres de la jetée. Elles y restent un moment, dans l'espoir de croiser Maximiliano,
mais il n'y est pas. Elles se rendent ensuite au bar l'Amadeus, qui se situe à quelques pâtés de maison. Et effectivement, Maximiliano s'y trouve, mais il n'est pas seul. Il est avec une fille, sa nouvelle copine apparemment. Il voit Natalia, mais il la calcule à peine. Il semble avoir définitivement tourné la page sur leur histoire. Vers 6h du matin, complètement déboussolée par cette situation, Natalia décide de rentrer chez elle. Elle salue ses amis et elle quitte le bar seule. Dehors, il y a encore du monde, c'est un coin très touristique, comme je vous l'ai dit, et puis elle vit qu'à quelques pâtés de maison. C'est une petite localité Miramar, tout le monde se connaît, donc Natalia n'est pas particulièrement craintive. Elle emprunte la route qui l'amène chez elle et elle s'évapore dans la nuit. Dans la matinée du 4 février, Laura Melman remarque que sa fille ne se trouve pas dans sa chambre. Elle n'est pas rentrée de la nuit. Et tout de suite, ça l'inquiète. Laura est très proche de sa fille. Natalia ne cache rien à sa mère. Elle la prévient si elle doit avoir du retard. Elle ne découche pas sans son autorisation. Donc là, clairement, Laura sent que quelque chose ne va pas. Elle appelle les amis de Natalia avec lesquels elle est sortie la veille, mais les deux filles lui disent qu'elles ne savent pas où se trouve Natalia. La dernière fois qu'elles l'ont vue, c'est lorsqu'elle a quitté le bar pour rentrer chez elle. Laura appelle alors les hôpitaux pour vérifier si Natalia n'a pas eu un accident sur la route, mais non, aucune adolescente n'a été admise dans la nuit. Et si Natalia s'était endormie sur la plage? Laura et Gustavo se rendent sur la côte et ils cherchent leur fille sur la plage pendant plusieurs heures, mais aucune trace de Natalia. Une fois la nuit tombée, les parents de Natalia se rendent au commissariat pour signaler sa disparition, mais étrangement, les agents de police qualifient directement la disparition en fugue, alors que tout laisse penser qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Cela dit, les médias relaient l'information de sa disparition et dès le 5 février, le visage de Natalia fait la une de la presse locale. Et lorsque la nouvelle de la disparition de Natalia fait le tour de Miramar, des habitants se rendent chez la famille Melman et ils confient à Gustavo qu'ils ont effectivement vu sa fille sortir de la boîte de nuit l'Amadeus vers 6h du matin et qu'un homme la suivait. D'autres personnes rapportent la même chose à Gustavo. Et au fur et à mesure, on lui dévoile l'identité de cet homme. Il s'appelle Gustavo Fernandez, surnommé El Gallo. C'est un délinquant notoire qui est en liberté conditionnelle depuis novembre et qui est bien connu dans le coin. Mais c'est pas tout. D'après d'autres habitants de Miramar, Gustavo aurait enlevé Natalia pour la livrer à des policiers. Ça, c'est très bizarre comme histoire. Comme je vous l'ai dit, Miramar, c'est un coin vraiment tranquille, c'est très touristique. Donc pourquoi des policiers auraient enlevé Natalia? Les jours qui suivent, des centaines de volontaires se joignent à la famille Melman pour les aider à rechercher leur fille. Les recherches s'étendent de même jusqu'à la ville de Mar del Sud, située à 20 km de Miramar. Mais toujours aucune trace de Natalia. La police a mis à la disposition des parents de Natalia un local dans lequel ils peuvent recueillir les témoignages des personnes qui ont vu quelque chose dans la nuit du 3 au 4 février et beaucoup se présentent à eux et leur parlent de cette histoire d'enlèvement par des policiers. Un témoin dit avoir vu Natalia être traînée de force dans une voiture de police. Elle criait et demandait qu'on la laisse partir. Un autre témoin affirme avoir reconnu les policiers qui l'ont enlevée. Tous les témoignages se rejoignent. Et si on en croit ces déclarations, l'enlèvement a été fait dans une totale impunité à la vue de plusieurs personnes. Du côté des recherches officielles, les policiers de Miramar ont lancé des battues. Ils ont fouillé les bois, les coins d'eau, la plage, mais aucune trace de Natalia. À ce moment-là, les parents de Natalia sont un peu confus. Ils ne savent pas si cette histoire d'enlèvement est vraie et surtout ils ne comprennent pas pourquoi on aurait enlevé leur fille. Le département de police de la ville de Mar del Plata, qui se situe à une trentaine de minutes en voiture et qui est plus adapté, envoie des renforts à Miramar afin d'aider la police locale dans ses recherches. Et une fois sur place, les enquêteurs prennent à leur tour connaissance de la rumeur qui circule. Gustavo Fernandez, le petit délinquant notoire, aurait enlevé Natalia pour la livrer à des policiers locaux. Ricardo Suarez, 36 ans, et Ricardo Anselmini, 31 ans, Oscar Echenique, 39 ans, et Ricardo Panadero, 41 ans. Il s'agit des policiers qui étaient de service la nuit du 3 février et qui ont activement participé aux recherches de Natalia. Il s'agit également des policiers qui ont qualifié la disparition en fugue. Mais le problème, c'est que Gustavo Fernandez, le petit délinquant notoire, a lui aussi disparu. Donc impossible de l'interroger. Et les témoins qui ont confié à la famille Melman l'identité des policiers impliqués refusent à présent de parler au procureur par peur des représailles. Donc forcément, c'est une voie sans issue.
et on ne sait toujours pas où se trouve Natalia et si elle est toujours en vie. La ville a été ratissée, les environs également, et toujours aucune trace de la jeune fille. Mais le 8 février, un enfant qui promène son chien dans les bois à la périphérie de Miramar fait une macabre découverte. Il tombe sur le corps sans vie d'une adolescente dissimulée sous des branches. La nouvelle fait aussitôt le tour de Miramar et de la presse. 4 jours après sa disparition, le corps de Natalia a été retrouvé. Et c'est par le biais de la télévision que le père de Natalia apprend son décès. Au moment de la découverte du corps, il se rendait dans une ville voisine pour y chercher des chiens pisteurs. Le corps de Natalia est transporté pour son autopsie et d'après le rapport du médecin légiste, elle présente des ecchymoses sur les cuisses et elle a effectivement été abusée. On découvre 5 profils génétiques différents dans son sexe, son anus et sa bouche, soit 5 agresseurs différents. Alors, point important, les 5 profils génétiques ne sont pas forcément des fluides. Il y a également des poils pubiens. Natalia présente des traces de brûlure de cigarette sur la main gauche, une fracture de la cloison nasale et une lésion au crâne provoquée par un coup violent, ce qui démontre qu'elle a été torturée en plus d'être agressée. La cause de la mort est la strangulation. Elle a été étranglée avec le lacet de l'une de ses baskets qui était toujours enroulée autour de sa gorge lors de la découverte de son corps. Lorsque les détails sont rendus publics, à savoir que Natalia a été torturée, abusée et tuée, c'est l'indignation à Miramar et même dans la région. Puisque là, on parle d'une enfant, une adolescente de 14-15 ans. Là, on a touché à ce qu'il y a de plus sacré dans n'importe quelle civilisation, l'enfance, l'insouciance. Une adolescente enlevée par plusieurs hommes, agressée par plusieurs hommes. C'est l'indignation en général. D'autant qu'à ce stade-là, la seule personne recherchée par la police, c'est Gustavo Fernandez. Il est désigné comme le violeur et l'assassin de Natalia. Et ça ne passe pas à Miramar, puisqu'à présent, tout le monde est au courant de la rumeur qui circule depuis plusieurs jours. Gustavo Fernandez aurait livré Natalia à des policiers. Les vrais coupables sont toujours en liberté et ils ne sont pas inculpés alors qu'ils sont à portée de main. Les habitants de Miramar pensent que les policiers passeront entre les mailles du filet grâce à leur statut. Des milliers de personnes sortent dans les rues de Miramar et ils participent à une marche blanche aux côtés de la famille Melman. Et après ça, ils se rendent au commissariat de Miramar et ils le caillassent pour manifester leur colère. L'affaire devient très vite médiatisée dans tout le pays. On parle d'une adolescente violée et tuée par les forces de l'ordre. Les autorités sont pointées du doigt, à tel point que le président argentin, Fernando de la Rúa, se rend chez la famille Melman pour les rassurer sur la suite de l'enquête. Le président demande à son ministre de la Sécurité de régler cette affaire au plus tôt et le ministre relève de ses fonctions le commissaire en charge de l'affaire, Carlos Grillo, pour incompétence. Le 13 février, Gustavo Fernandez, qui est toujours en cavale, appelle sa mère Esther et il lui dit qu'il veut se rendre. Il veut donner sa version de l'histoire et ne plus avoir à fuir. Le lendemain, la mère de Gustavo Fernandez et Gustavo Melman, donc le père de Natalia, donnent une conférence de presse et Esther demande à son fils de se livrer à la police sans crainte, ce qu'il fait quelques heures plus tard. D'après la famille de Gustavo Fernandez, il craignait tellement pour sa vie qu'il a attendu que le commissaire Carlos Grillo soit remplacé pour se rendre, ce qui prouverait qu'il y a effectivement des policiers impliqués dans le meurtre de Natalia Melman. Quoi qu'il en soit, lorsque Gustavo Fernandez est interrogé, voilà ce qu'il raconte. Dans la nuit du 3 au 4 février, il a croisé Natalia qui sortait tout juste du bar l'Amadeus. Il avait l'habitude d'enlever des jeunes filles pour les livrer à des policiers locaux en échange de quelques billets. Donc il a suivi Natalia sur quelques pâtés de maison. Puis, les policiers sont arrivés avec leur voiture de patrouille. Et là, ils ont forcé Natalia à monter dans la voiture. Les policiers sont ceux qui ont été cités par les témoins. Ricardo Suarez, qui entre-temps a été transféré dans un autre commissariat, peu après la découverte du corps de Natalia. Oscar Echenique, qui a été suspendu de son poste après une plainte pour harcèlement. Ricardo Anselmini, qui est toujours en poste. Et Ricardo Panadero, qui est toujours en poste également. Les policiers ont emmené Natalia dans une maison abandonnée dans le quartier de Copacabana. Et là, elle a été abusée, torturée, puis étranglée. Mais Gustavo nie lui avoir fait quoi que ce soit. Il a simplement livré la jeune fille et il est parti. On suppose que le corps de Natalia est resté dans la maison durant 4 jours avant d'être déposé dans le bois, là où elle a été retrouvée, puisque cette partie avait été fouillée lors des battues. Toujours est-il que le scénario de Gustavo semble a priori tenir la route.
On n'a pas retrouvé son ADN sur ou dans Natalia. Il ne l'a pas agressée sexuellement. Et d'après ses déclarations, c'est un mode opératoire qui est très souvent utilisé par ces policiers pour abuser de jeunes filles mineures. Donc, comme je vous l'ai dit, il avait l'habitude d'enlever des jeunes filles en échange de quelques billets pour les livrer à ses policiers. Pourtant, les 4 policiers cités par Gustavo ne sont pas inculpés et ils ne sont pas non plus interrogés. Et ce qui est perçu à ce moment-là par les habitants de Miramar, c'est que les autorités veulent imputer le meurtre de Natalia à Gustavo Fernandez pour protéger les policiers. Mais la presse nationale suit dorénavant cette affaire de très près. Donc si telle est la volonté des autorités, ça va être assez compliqué, puisque la presse publie tous les jours de nouvelles informations sur cette affaire. Et il y a l'ex-petit copain de Natalia, Maximiliano, qui est lui aussi pointé du doigt. Il est même accusé de faux témoignages. Alors, pour faire simple, Maximiliano a été interrogé par la police dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Natalia, et il a menti. Il a dit qu'il ne connaissait pas Gustavo Fernandez. Or, sa sœur est mariée avec l'un des frères de Gustavo, donc il le connaît forcément. Donc pourquoi avoir menti? Cela dit, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'a rien fait à Natalia. Son ADN n'a pas été retrouvé sur elle et en soi, il n'avait aucun intérêt à ce qu'elle se fasse enlever, abuser et tuer par des policiers. Quoi qu'il en soit, la pression médiatique est de plus en plus forte sur les autorités. Gustavo Fernandez maintient que ce sont les hommes qui ont agressé Natalia, donc ces 4 policiers, et les témoins donnent la même version de l'histoire. Certains le font sous couvert d'anonymat parce qu'ils ont peur des représailles, et ils affirment tous que ce sont ces 4 policiers qui ont enlevé Natalia. En juin 2001, soit 4 mois après le meurtre de Natalia, les 4 policiers sont arrêtés. Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suarez et Ricardo Panadero. Leur ADN est comparé aux 5 échantillons retrouvés sur et dans Natalia et ça match. On a donc, en plus des témoignages, des preuves scientifiques qui les impliquent dans le viol et le meurtre de Natalia Melman. Le procès de Gustavo Fernandez et des 4 policiers s'ouvre en septembre 2002 à Mar del Plata. Les 4 policiers se présentent libres, ils n'étaient pas en détention préventive en attendant l'ouverture du procès. Seul Gustavo Fernandez était incarcéré. Les preuves présentées sont les échantillons ADN retrouvés sur Natalia et également la terre retrouvée sous ses chaussures qui correspond à celle récupérée dans la maison abandonnée de Copacabana. Ça signifie qu'elle s'est effectivement retrouvée dans cette maison avant d'être transportée dans les bois. Alors, les 3 policiers se déclarent innocents et puisqu'ils sont innocents, ils ne connaissent pas l'identité du 5e ADN retrouvé sur Natalia. Logique. Gustavo, quant à lui, déclare qu'il n'a pas vraiment livré Natalia aux policiers. En fait, entre-temps, il a modifié ses déclarations. Il dit que lui et Natalia ont été enlevés par les policiers alors qu'il marchait dans la rue et qu'ensuite, il a été relâché. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Mais à l'issue du procès en octobre, les anciens policiers, Oscar Echenique, Ricardo Anselmini et Ricardo Suarez, sont condamnés à la perpétuité incompressible pour enlèvement, séquestration, abus sexuels aggravés et homicide aggravé. Et Ricardo Panadero, quant à lui, est acquitté puisque, d'après l'expertise, son ADN correspond à 97% à celui présent sur l'un des poils pubiens. Donc, dans le doute, il n'est pas condamné. Et enfin, Gustavo Fernandez est condamné à 25 ans de prison pour sa participation à l'enlèvement. Le ministère public compte faire appel pour Ricardo Panadero, mais c'est néanmoins une victoire ce procès, parce que là on a 4 condamnations à des peines très très lourdes. Alors qu'au départ, souvenez-vous que tout le monde pensait que les policiers pourraient passer entre les mailles du filet grâce à leur statut. Mais à ce moment-là, ce que Gustavo et Laura Melman ne savent pas encore, c'est qu'ils vont être entraînés malgré eux dans un grand huis judiciaire durant les 20 prochaines années. Les 4 condamnés se pourvoient en cassation dès l'énoncé du verdict. Et en octobre 2006, c'est la douche froide pour la famille Melman. La peine des 3 anciens policiers est ramenée à la prison à vie au lieu de la perpétuité incompressible. Ce que ça change, c'est qu'ils pourront faire une demande de libération anticipée pour bonne conduite et bénéficier d'un système de semi-liberté. La peine de Gustavo Fernandez est quant à elle ramenée à 10 ans au lieu de 25 ans.
La famille Melman fait aussitôt appel. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que les parents de Natalia subissent du harcèlement depuis le début de cette affaire. Les familles des policiers condamnés les menacent de mort régulièrement à tel point qu'ils ont dû déménager. Et ça va même plus loin que ça. Le 4 février 2008, la mairie de Miramar autorise la dépose d'une plaque commémorative sur le mat du commissariat de police sur lequel on peut lire « En mémoire de Natalia Marielle Melman, assassinée et torturée le 4 février 2001 par des agents de ce commissariat » pour que cela ne se reproduise plus jamais pour la justice et la vérité. Nous qui t'aimons et ne t'oublions pas. Mais 2 jours plus tard, la plaque a été retirée à la demande de la mairie parce que la municipalité subissait des pressions de la part de l'entourage des policiers condamnés. Que ce soit la famille de la victime qui subisse autant de pression et d'injustice en toute impunité, ça laisse penser que Natalia n'obtiendra jamais justice en fait. Surtout avec la réduction de peine de 2006, sans aucune raison. Mais en 2010, la Cour suprême annule la décision de la Cour de cassation. La perpétuité incompressible est confirmée pour les 3 anciens policiers. La Cour a considéré que, compte tenu de la nature du crime, ils n'avaient pas leur place dans la société. Et concernant Gustavo Fernandez, la réduction de sa peine a été confirmée. De toute façon, il était déjà sorti de prison en 2009 après avoir bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite. Toujours est-il qu'en avril 2012, la Cour suprême confirme une nouvelle fois la perpétuité incompressible pour les 3 anciens policiers puisqu'ils avaient à leur tour déposé un recours devant la Cour suprême. Bon, j'espère que c'est clair, mais à ce stade, pour la famille Melman, la justice fait plutôt bien son travail. Et pourtant, en juin 2012, le tribunal de Mar del Plata accorde des sorties mensuelles aux 3 anciens policiers. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de prison le week-end et la réintégrer la semaine. Ils vont de nouveau pouvoir crapahuter dans les rues de Miramar. Gustavo avait fait une grève de la faim, il avait même laissé pousser sa barbe sans la couper en expliquant qu'il se raserait une fois que la justice serait rendue à sa fille. Et au fil des années et des procédures, c'est de pire en pire. Les 3 anciens policiers vont pouvoir sortir de prison après même pas 10 années d'incarcération et le 4e policier impliqué n'a jamais été condamné. Mais en 2013, coup de théâtre, la Cour suprême annule l'acquittement de Ricardo Panadero et ordonne un nouveau procès. La Cour a donc considéré que les preuves présentées lors du procès de 2002 étaient fiables. Comme je vous l'ai dit, la famille Melman est embarquée malgré elle dans un abysse de procédures longues et très coûteuses. Mais c'est une nécessité pour obtenir justice, même si au fil des années, les procédures se multiplient. En février 2017, par exemple, les avocats des 3 anciens policiers condamnés demandent que le procès soit totalement révisé au motif que les preuves qui les ont fait condamner n'étaient pas fiables. Et en parallèle, ils demandent la liberté conditionnelle pour leurs clients. Donc là, la famille Melman doit jongler avec plusieurs procédures judiciaires en même temps. La réouverture du procès pour Ricardo Panadero et les demandes de liberté conditionnelle pour les 3 anciens policiers. Une liberté conditionnelle qui leur est finalement accordée dès le mois d'octobre 2017, malgré le rapport du pénitencier qui recommandait de ne pas les laisser sortir compte tenu de leur niveau de dangerosité. Ces hommes ont toujours nié être impliqués dans le meurtre de Natalia Melman. Ils n'ont donc jamais exprimé le moindre remords. La famille Melman fait bien sûr appel de cette décision. En juin 2018, le procès de l'ancien sergent de police Ricardo Panadero s'ouvre enfin au tribunal de Mar del Plata. Mais à l'issue, il est de nouveau acquitté à cause de cette histoire d'ADN. 97% pour la cour, ce n'est pas suffisant pour le faire condamner. Il ressort donc libre. Mais la famille Melman fait encore une fois appel. Du côté des autres policiers condamnés, vous vous souvenez qu'ils bénéficient depuis octobre 2017 de la liberté conditionnelle. Ils vivent toujours à Miramar avec leur famille, ils ont changé de travail, tout va bien. Mais en octobre 2018, la Cour de cassation révoque leur liberté conditionnelle. Ils sont donc renvoyés en prison. Et en novembre 2019, la Cour de cassation casse le jugement d'acquittement de Ricardo Panadero et ordonne l'ouverture d'un nouveau procès. C'est encore une victoire pour la famille Melman qui fait face à de plus en plus de procédures judiciaires. En avril 2020, les 3 policiers condamnés demandent à bénéficier d'une assignation à résidence compte tenu de la pandémie mondiale. Rien que ça. L'assignation à résidence leur est refusée. Ils demandent ensuite en 2022 à bénéficier de la liberté conditionnelle puisqu'ils ont purgé une bonne partie de leur peine. Là encore, refusé. Bon, à présent, on entre dans le dernier chapitre de la lutte menée par la famille Melman pour que Natalia obtienne justice. Le 2 mai 2023, soit tout
tout récemment, Ricardo Panadero est une nouvelle fois jugé à Mar del Plata. L'un des témoins de 2001 réitère ses déclarations de l'époque. Ricardo Panadero faisait partie des hommes qui ont enlevé Natalia. Il en est sûr, puisqu'il fréquentait le même garage que les 4 anciens policiers. Et concernant la trace ADN, de nouvelles expertises seront présentées pour déterminer si oui ou non le chiffre de 97% prouve qu'il s'agit bien de son ADN. La lecture de la sentence est prévue pour le mercredi 17 mai. Le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité, comme pour les 3 autres condamnés. Je vous mettrai bien évidemment une mise à jour pour cette affaire. Voilà donc l'histoire de Natalia Melman, une étudiante brillante de 15 ans, enlevée, torturée, abusée et tuée par des policiers une nuit de février 2001. Esté reconociendo la lucha de Natalia y que esté toda esta gente que nos acompaña estos 20 años, sí, es un hecho importante, pero es también un compromiso porque esto no terminó, hay etapas para seguir adelante y también luchando al colectivo feminista para frenar que realmente no haya una piba menos en nuestro país, ni una menos, viva las queremos. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente. Là, je vous accueille uniquement pour la partie mon opinion, dans mon décor ultra épuré. En fait, je suis obligée de parler tout doucement pour limiter les échos. C'est pour ça que je vous ai mis des illustrations tout au long de la vidéo, parce que je tournais en fait dans un coin avec très peu d'écho. Voilà pour l'explication. Et sinon, concernant cette affaire, j'espère qu'elle vous a intéressé, parce que moi, elle m'a révoltée. Mais du début à la fin, elle m'a révoltée. 22 ans pour obtenir justice, et encore, obtenir justice, on ne connaît pas encore le rendu, là pour le procès de Ricardo Panadero, et y a quand même un 5e homme qui n'a jamais été arrêté. Donc pour la famille Melman, c'est une grosse injustice. Après, pour le procès de Ricardo Panadero, j'ai quand même, on va dire, quelques espoirs, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont rejoint la famille Melman dans leur lutte, et les médias les ont jamais lâchés. Donc je pense qu'il va être condamné, je l'espère, parce que moi je pense qu'effectivement il est impliqué dans cette affaire. Après, de toute façon, je vous mettrai la mise à jour dans l'onglet Short sur la chaîne, vous voyez aussi à présent. Et c'est quoi, c'est dans une dizaine de jours. Là, au moment où je tourne, c'est dans un peu plus d'une semaine, le verdict final, si je vous dis pas de bêtises. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et concernant le 5e homme qui n'a jamais été retrouvé, moi je pense que c'était quelqu'un, enfin c'était un policier, ça c'est sûr, mais ça devait peut-être être quelqu'un d'un peu plus important. Sinon, je pense qu'il aurait été retrouvé direct. Enfin bon, je sais pas. Après, vous savez, les histoires anciennes comme ça, c'est compliqué, parce qu'en plus, quand c'est pas un pays qu'on connaît bien, on ne sait pas précisément comment ça se passe là-bas. Donc j'ai pas envie d'avancer des bêtises et de dire qu'il a été protégé par un tel ou un tel, j'en sais absolument rien. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'au départ, oui, les autorités ont peut-être tenté d'étouffer l'affaire, parce que ça donnait une mauvaise image de la police. Mais après, c'est comme pour tout, en fait, il y a des bons, il y a des mauvais de partout, et quand il y a des mauvais, voilà, faut les stopper pour ne pas qu'ils recommencent. Et là, ça a été le cas. Par contre, j'ai été grave choquée quand j'ai vu que même pas 10 années après leur incarcération, ils pouvaient bénéficier d'une liberté provisoire, enfin, liberté conditionnelle, enfin, bon, vous m'avez comprise. Oh mon Dieu, j'ai été choquée. Je me suis dit, même pas 10 années pour avoir torturé, abusé et tué une gamine. Mais c'est quoi? Mais après, faut pas s'étonner que les gens ils câblent, en fait, et qu'ils se fassent justice eux-mêmes. C'est normal. Enfin, si pour un meurtre aussi atroce que celui-ci, tu vas pas plus de 10 ans en prison, mais quel meurtre, en fait, mérite que tu ailles en prison pendant une très longue durée? Là, franchement, je vois pas. Et il y a un truc qui m'a marqué, sinon, mais je sais pas si vous l'avez, remarqué, c'est la frappe physique que se sont pris les parents de Natalia Melman en l'espace de quelques années seulement. En fait, je voyais les photos entre 2001 et genre à peine quelques années après, 2006-2007, mais ils s'étaient mangé une frappe. Et ça m'a choquée, parce que je me suis dit, mais ça les a bouffés physiquement. En fait, ça les a bouffés intérieurement, mais également physiquement, cette affaire.
et ils étaient partis pour 22 années de lutte. C'est un truc de ouf. Donc franchement, courage à la famille Melman. Tout mon soutien, même s'ils tomberont jamais sur ma vidéo, c'est évident. Voilà, bon. Mais beaucoup de soutien à la famille Melman, et je vais m'arrêter ici parce que j'ai bientôt plus de batterie et honnêtement je sais pas ce que ça donne le fait de parler comme ça. Je pense qu'il doit y avoir quand même un petit peu des échos. Bon, vous me le direz dans l'espace commentaire, mais dites-moi surtout dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Et voilà. Bon, et ben ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.